École normale supérieure, savoir en multimédia. Pierre-Yves Kiviger est professeur des universités à l'université de Nice-Antipolis. C'est bien ça, comme ça qu'on dit ? Nice-Sophia Antipolis. Ah, Sophia Antipolis. J'avais oublié l'essentiel pour un philosophe. Donc, Sophia. Et il a été longtemps maître de conférences à l'université Paris 1, dont il a dirigé pendant plusieurs années l'UFR de philosophie, ce qui vaut peut-être à certains d'entre vous de l'avoir connu dans ses précédentes fonctions. Il est spécialiste de philosophie du droit. Il a soutenu, il y a déjà quelques années, une thèse sur la pensée de Sieyès, thèse qui est publiée chez Honoré Champion. Mais il vient surtout aujourd'hui en tant que philosophe du droit. Pierre-Yves Kiviger sort un livre dans la collection chez Classique Garnier sur le secret du droit naturel. C'est bien ça, le secret du droit naturel. Donc, Pierre-Yves, je te donne la parole en te remerciant d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Francis. Je suis très honoré d'être aux côtés de mon ancien caïman dans des circonstances aussi solennelles. Merci pour ton invitation. Alors, morale et droit naturel. Francis m'a dit qu'il faut absolument définir tous les termes que tu emploies. Bon, c'est pas la peine. Je vais essayer d'en définir quelques-uns, mais en tout cas, je vais commencer par définir les deux termes que je vais le plus mobiliser dans mon propos et leur corollaire. Les deux termes que je vais le plus utiliser sont les termes de droit naturel et de droit positif. Le droit positif correspond à l'état présent du droit, en particulier sous son versant normatif, la série des lois, des règlements, en vigueur dans un pays donné, à un moment donné. Le droit naturel correspond, lui, à un droit qui n'est pas en vigueur, qui se distingue du droit positif, sans nécessairement s'y opposer. Il peut le fonder, il peut le justifier, il peut l'éclairer, et pas seulement le critiquer et en montrer les limites. Je reviendrai plus en détail sur ces définitions ultérieurement, car un point important de la thèse que je défends à propos du droit naturel tient justement à la définition du droit naturel. Ces deux notions, droit naturel et droit positif, doivent être distinguées de deux doctrines, elles-mêmes très variées et aux acceptions souples, le positivisme juridique et le justnaturalisme. Je vais définir là aussi ces deux termes. Le positivisme juridique défend l'idée qu'il n'y a pas de juridicité en dehors du droit positif. La position justnaturaliste défend, elle, l'idée que la réflexion juridique a besoin de ce droit naturel qui dépasse le seul droit positif. On voit qu'il y a une dissymétrie évidente entre ces deux doctrines. Le positivisme juridique considère que le droit naturel n'existe pas dans le champ du droit. Le justnaturalisme ne considère, lui, évidemment pas que le droit positif n'existe pas dans le champ du droit. Le justnaturalisme se contente d'ajouter un second élément dans le champ du droit qui se divise ainsi, à ses yeux, en droit positif et droit naturel, sans que cette définition d'un droit naturel porte atteinte à l'existence d'un droit positif. Précisons néanmoins qu'un certain justnaturalisme, celui que je défends, mais ce n'est pas le cas de toutes les positions justnaturalistes, un certain justnaturalisme affirme que certains éléments du droit positif ne sont pas du droit, au sens où leur consécration par l'ordre positif n'entraîne aucun effet juridique, et au sens où leur essence n'est pas conforme à l'essence du droit que le droit naturel permet de construire. Une telle posture, celle que je défends, est en toute rigueur impossible si on défend une conception positiviste. Pourquoi ? Puisque la conception positiviste se retrouverait alors à devoir faire un pas de côté par rapport au droit positif, pas de côté dans un espace qui n'est pas celui du droit positif, qui est pourtant, selon le positivisme, le seul espace possible pour le droit. Alors, j'ai essayé donc de poser ces définitions d'emblée pour que les choses soient relativement claires.
Je voudrais maintenant formuler rapidement les thèses que je vais essayer d'avancer aujourd'hui. La première est la nécessité de distinguer droit naturel et moral en pointant les risques d'anthropomorphisme et d'anthropocentrisme d'un droit naturel qui serait confondu avec la morale. La seconde thèse est la moralisation du droit naturel, décrite comme procédant d'une conception positiviste de la juridicité. La troisième thèse, enfin, est qu'un droit naturel extramoral est préférable à l'introduction de catégories morales dans le droit positif. Autrement dit, la troisième thèse est que l'introduction de catégories éthiques dans le droit est bien plus périlleuse que, par exemple, la gestion juridique de situations morales, gestion banale et parfois très heureuse, comme on le voit dans les questions de bioéthique. Quand j'évoque le droit naturel, que ce soit avec des juristes ou avec des philosophes du droit, je rencontre en général deux réactions. Première réaction, un scepticisme, plus ou moins agressif, plus ou moins amusé, qui a pris acte de la relativité, de la variété des formes positives du droit, caressant parfois l'espoir d'organiser un peu l'ensemble par la raison, mais toujours depuis un point de vue interne à la juridicité. Dans cette perspective, toute tentative philosophique de construction, de reconstruction et même de déconstruction du droit, comme globalité, apparaît alors comme un péché d'orgueil, comme une bêtise, comme un combat d'arrière-garde. Le philosophe est ainsi sommé d'enregistrer la réalité du droit dans sa pureté et de se garder d'injecter dans cette réalité des éléments qui sont perçus comme essentiellement autres. Je dois dire que cette position, je l'ai partagée longtemps et dans une large mesure, je la partage encore. Pourquoi ? Parce que me paraissent insoutenables les postures philosophiques de surplomb. Parce que m'indigne qu'on puisse finalement se contenter d'inventer quelque chose comme une idée du droit dans les départements de philosophie pour discuter ensuite entre philosophes de la valeur de cette idée, la rapporter à ce que d'autres philosophes ont pu auparavant en dire, sans finalement jamais se poser la question du lien entre cette idée et ce qui se passe dans le monde des juristes, des magistrats, des professeurs de droit et tout simplement des justiciables. Imaginons un instant un épistémologue spécialiste de la biologie qui, aujourd'hui, essaierait d'opposer à l'état positif de la biologie l'idée que lui s'en fait. Je crois donc qu'il importe, pour conduire cette réflexion autour du droit naturel, mais plus généralement toute réflexion en philosophie du droit, il importe de savoir ce qu'est le droit dans sa réalité effective. Il importe de se frotter aux catégories juridiques enseignées dans les facultés de droit et pratiquées par le législateur et le juge. Mais, et c'est ce qui me conduit à refuser la posture sceptique que je décrivais, il y a aussi un beau risque à courir, celui du geste philosophique, de saisie de ce qui fait la cohérence ou le sens ou la direction de cet ensemble protéiforme, instable, insaisissable, qu'est le droit tel qu'on l'observe. Assumer le projet d'un droit naturel, c'est alors assumer qu'il n'est pas a priori absurde de chercher à définir le droit. De poser la question, y a-t-il une nature du droit ? Poser la question n'est évidemment pas y répondre, et il se peut que la réponse n'existe pas ou ne soit pas une réponse essentialiste. Mais il ne me semble pas possible, même si c'est très ambitieux, mais il ne me semble pas possible que la philosophie renonce à ce projet. Alors la première réaction, je l'ai dit, c'est un scepticisme quand je parle de droit naturel. Mais il y a une réaction très différente qui est celle de l'enthousiasme. Je rencontre parfois, quand j'évoque l'idée que je travaille sur le droit naturel, ce que j'appellerais, peut-être un peu méchamment, un enthousiasme moraliste. Il y a des amis du droit naturel. Il y a des philosophes et des juristes, et très généralement des individus, que l'idée du droit naturel ne fait pas rire, qui n'y voient pas une escroquerie ou un mirage, qui y croient dur comme fer. De manière très brutale, j'ai envie de dire qu'avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Je veux dire par là que la manière de défendre le droit naturel qu'on rencontre
chez les zélateurs des droits de l'homme ou d'un projet humaniste, universel du droit, ayant vocation à valoir pour tout homme, en tout lieu, dans toute nation, dans les siècles des siècles, cette manière me paraît profondément délétère et contraire à la notion même de droit et à la nature du droit. Je crois qu'il n'est pas dans la nature, au sens de la définition du droit, d'avoir cette naturalité, c'est-à-dire une permanence, une évidence, universalité humaine, trop humaine, anthropocentrée et anthropomorphique. Il y a un droit naturel que je refuse et qui est la partie, je crois, la plus problématique du positivisme juridique. La partie qui n'assume pas son scepticisme et qui, à la place, installe dans les murs du droit naturel une conception magique, individualiste et, à mes yeux, foncièrement anti-juridique du droit. Seul mérite, à mes yeux, le nom de droit naturel. Une pensée du droit qui s'appuie sur la nature, c'est-à-dire une nature qui ne se contente pas d'un imperium in imperio un peu naïf, une nature qui ne sert pas de prétexte à la défense de la dignité humaine ou des intérêts politiques globaux, chose au demeurant tout à fait estimable. En bref, une nature capable d'englober et de réunir ce que j'appellerais l'horizon définitionnel et l'horizon totalisant de la notion de nature. Il faut donc distinguer deux visions du droit naturel strictement incompatibles, dont le seul point commun est la reconnaissance qu'il y a un sens à chercher à articuler un discours sur le droit qui soit valable au-delà du seul examen du droit positif. Décrivons ces deux conceptions. La première s'appuie sur la nature humaine, en cherchant à définir le droit à partir des qualités qui paraissent propres à l'humanité. La rationalité, la dignité, la liberté, entre autres attributs. Comme le droit est une réalité universelle qui concerne des relations entre des êtres humains, il s'agit ainsi de construire un droit susceptible de valoir pour tout être humain, ou plus exactement tout groupe d'êtres humains. Le terme construction est éminemment impropre, puisqu'on comprend bien qu'un processus de reconnaissance, d'identification de ce qui existe déjà dans ce qui est perçu comme l'essence de l'homme et dans les relations humaines induites par cette essence, donc un processus de reconnaissance et d'identification, est à l'œuvre dans une telle démarche, bien plus qu'un processus de construction. Le droit naturel, dans cette perspective, est une affaire humaine et part de l'idée qu'il existe, d'une part, suffisamment de points communs entre les hommes, à travers l'espace comme à travers le temps, et d'autre part, assez de ressources théoriques dans la connaissance du fait humain pour qu'il soit fructueux d'élaborer ainsi une doctrine du droit naturel. Dans cet horizon, le droit naturel s'enrichit des savoirs anthropologiques, sociologiques, historiques, géographiques, dans la mesure où ils lui permettent, dans une démarche de l'ordre de la variation eidétique, d'identifier le noyau dur de l'humanité, par-delà les variations inessentielles considérables qu'on observe. Ensuite, ce noyau dur permettrait de reconnaître ce qu'il est bon d'inscrire au cœur de toute entreprise de codification juridique. Cette démarche a, je crois, à voir de façon passionnante avec la philosophie morale. Mais je crois que cette démarche n'est en rien juridique. Selon la seconde acception des termes droit naturel, l'autre manière de faire du droit naturel, qui relève de ce qu'on est tenté d'appeler, dans le sillage de Léo Strauss, un droit naturel des anciens, s'opposant au droit naturel des modernes, que je viens globalement de décrire. Selon cette seconde acception, on va rapporter l'adjectif naturel à la nature vue comme un cosmos, comme une totalité. Nature ne veut plus alors dire nature humaine, mais ensemble du monde connu, l'humanité n'étant ainsi qu'une part de cet ensemble. Le droit naturel sera donc celui qui cherche à penser un lien entre la réalité juridique et la réalité tout court, prise dans sa globalité. On voit les critiques qu'une telle approche fait naître immédiatement, et on voit très bien pourquoi à peu près personne n'a l'idée de défendre aujourd'hui une telle conception. La conception du monde et de la nature a évolué avec le temps, et transposer cette conception, qui est celle du juste naturalisme ancien, dans un temps qui a rompu avec
entre autres choses, la cosmologie ancienne, paraît un projet absurde. À cela, j'objecterai que la méthode importe ici bien plus que le contenu normatif, et que les nouvelles représentations du monde ont vocation à induire de nouvelles représentations du droit naturel qui n'en demeurent pas moins indexées sur ce qu'on appelle nature et sur ce qui est à mes yeux la seule définition praticable du terme nature. Et si on peut encore, par exemple, faire usage de la philosophie du droit aristotélicienne, c'est évidemment au prix d'aménagements qui, précisément, conduisent à prendre en charge, entre autres choses, ces bouleversements épistémologiques. On remarquera du reste que le pari conceptuel d'une articulation entre droit et nature n'a jamais engagé une thèse univoque sur le contenu du dit droit naturel, y compris dans le justnaturalisme ancien. Il suffit de relire ce dialogue très connu de Platon qui s'appelle le Gorgias pour voir, entre Socrate et Calliclès, un débat qui ne tourne pas autour de pour ou contre le justnaturalisme, mais qui tourne autour du sens qu'on donne à la nature dans le cadre d'une construction justnaturaliste. Au total, il me paraît nécessaire de distinguer parmi les usages du droit naturel ou les pratiques justnaturalistes celles qui visent à faire du droit naturel quelque chose qui engage une idée consistante à la fois du droit et de la nature, des théories qui renoncent à la juridicité du droit naturel et ou qui renoncent à la naturalité de la nature. Tout droit naturel qui fait de l'humain l'alpha et l'oméga de ce qui est entendu par nature défend une position estimable, celle d'un droit que j'appellerais tout simplement humaniste, mais ne défend pas, selon moi, une position juste naturaliste. Tout droit naturel qui se fonde sur l'idée que le droit a besoin d'intégrer en son sein de l'éthique défend une position estimable, celle d'un droit moralisé ou éthicisé, mais ne défend pas, selon moi, une position juste naturaliste. Si la distinction franche que je propose est pertinente, pourquoi rencontre-t-on alors si souvent un glissement entre la question morale et la question du droit naturel? Il est d'usage dans les facultés de droit d'expliquer cette proximité entre morale et droit naturel par la référence à la figure d'Antigone et au conflit entre légitimité morale et légalité juridique que cette figure incarnerait. Je voudrais, à contrario, montrer que s'il y a un sens à articuler morale et droit naturel, cela ne signifie en aucun cas leur confusion, comme le montre fort bien le célèbre développement consacré par Aristote à la justice particulière dans l'Éthique à Nicomaque, 1130b, 1131a. L'articulation entre droit naturel et morale passe chez Aristote par la subsomption des deux notions sous celle plus générale de justice. La morale va relever de la justice générale et le droit naturel de la justice particulière. On voit à la fois la proximité et la distinction. La justice générale relève de la morale et du respect des lois. Quand on dit d'un homme qu'il est juste, on veut dire par là que sa conduite est bonne, que sa conduite est conforme à l'ordre du monde et est utile à l'ensemble des hommes de la société. La notion de justice générale renvoie à une conduite vertueuse, individuelle, quoique ayant des effets extérieurs. Cette justice générale n'est pas la même chose que le droit, même si la loi peut commander et commande généralement de lui être fidèle. Néanmoins, elle est, cette justice générale, plus que le droit. Et elle décrit des phénomènes qui peuvent ne pas relever du tout du droit. Évidemment, le droit n'est pas extérieur à ces exigences morales et sociales. On peut difficilement construire ou imaginer un système juridique où l'immoralité ne serait jamais sanctionnée. Le vol, la promesse non tenue, tout cela a un contenu moral aussi. Cette notion de justice générale est complexe, puisqu'elle décrit la moralité même, sous l'angle du rapport à autrui, sans nécessairement tenir compte de l'intention. Ainsi, le terme de justice sert-il à décrire toute action bonne, quand bien même elle n'est pas inspirée par un souci de justice. De cette justice générale, d'essence morale et distincte, du droit au sens strict, il faut donc bien distinguer la justice particulière. C'est un point qu'il ne faut jamais perdre de vue si l'on veut pouvoir répondre de manière pertinente aux objections que le positivisme le plus éclairé oppose à toute position justnaturaliste.
je considère qu'on peut défendre l'idée que non, le justnaturalisme ne suppose pas la confusion entre morale et droit. Ce qui désactive l'objection adressée au justnaturalisme de justement confondre morale et droit. Si on invente un justnaturalisme qui distingue morale et droit, alors le positivisme peut évidemment continuer à l'attaquer, mais pas au nom de cet argument. Comme le fait remarquer avec finesse Otto Fersman, il y a des théoriciens séparatistes des deux côtés. Il y a des positivistes qui considèrent que la morale et le droit sont d'une certaine manière la même chose. Il y a des justnaturalistes qui considèrent que la morale et le droit sont d'une certaine manière la même chose. Mais il y a aussi, et ce sont les séparatistes, et le point de vue que je défends relève de cette catégorie, il y a aussi et des positivistes et des justnaturalistes qui considèrent que morale et droit sont deux choses absolument distinctes. Il y a une autre différence importante entre la justice générale et la justice particulière. C'est que la première relève de l'éthique au sens de la conduite individuelle, tandis que la seconde fait nécessairement appel à un tiers neutre. Ce ne peut pas être ma conscience qui seule évalue quelle part me revient de droit dans les biens. Car sinon, il faudrait supposer une espèce d'harmonie préétablie des désirs qui ne me ferait jamais vouloir plus que ce qui va me revenir conformément au droit. Le nom de ce tiers, c'est le juge, celui qui dit le droit, c'est-à-dire celui qui partage les biens, avec comme critère que chacun ait la part qui lui revient. Cette part est celle qui lui revient de droit. Le droit va être l'adéquation entre chacun et sa part, ce qu'on va retrouver dans le droit romain avec la formule suum cuique tribuere, attribuer à chacun le sien. Ces définitions emportent trois conséquences fondamentales. Premièrement, il n'y a de droit que des biens extérieurs, et des biens extérieurs en nombre limité. Ce ne sont pas nécessairement les choses les plus importantes, mais les choses les plus importantes ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'un jugement de droit. Évidemment, il faut entendre par bien extérieur l'immense monde des choses juridiques, c'est-à-dire aussi bien des actions, des statuts, des positions, des fonctions, que les choses matérielles ou financières. D'où, et j'y reviendrai, les insondables difficultés par les notions morales importées dans le droit, comme la dignité ou la liberté, dont la réification et la quantification sont éminemment problématiques. Deuxième conséquence de cette idée de suum cuique tribuere, il n'y a de droit que dans un groupe social défini. La problématique de la part et de la place qui doit revenir à chacun ne peut avoir de définition que dans une société. D'où l'importance du droit positif et de sa connaissance. Comment échapper alors au positivisme juridique ? Tout simplement en ne confondant pas l'enquête portant sur ce qu'est le droit avec les moyens concrets, changeants, relatifs de réaliser cette fin. Troisième conséquence de la définition que j'ai donnée via le suum cuique tribuere, la question fondamentale au cœur du droit est celle de l'égalité, de la constitution d'une égalité. Il faut qu'entre la part qui revient à chacun de facto et la part qui doit lui revenir de iure, il faut qu'il y ait égalité. Alors, une fois indiqué ainsi le contenu de cette justice particulière, qui est donc l'objectif de l'art juridique, il convient, pour entrer dans le détail, de distinguer les deux formes de justice particulière qui correspondent en réalité à deux types de relations touchant au bien extérieur et relevant du champ du droit. Si on se reporte encore une fois au même texte d'Aristote, on rencontre la distinction entre justice distributive et justice commutative ou justice corrective, ou plus exactement, entre justice de la distribution ou justice de la commutation. Ainsi, en matière de distribution, qu'il s'agisse des charges politiques ou bien encore de l'attribution de terres à des citoyens, il convient d'utiliser l'égalité géométrique, c'est-à-dire déterminer la qualité particulière de chaque individu pour, toujours selon la même définition, lui accorder sa juste part,
Mais cela n'a rien à voir avec une égalité sociale. Bien au contraire, en un sens. En revanche, quand il s'agit des questions de commutation, c'est-à-dire d'échange, de circulation d'un bien vers une autre personne, il faut faire intervenir l'égalité arithmétique. C'est-à-dire constater simplement que personne n'a été lésé et que tout le monde a bien eu la part qu'il devait avoir, soit l'équivalent arithmétique de ce qu'il a donné ou perdu par le contrat ou par le délit. Bref, ces deux notions de justice renvoient à deux modes de raisonnement en fonction de la nature de la chose à juger, mais la finalité demeure la même, la justice particulière et l'égalité. Cette description permet de rendre raison à la fois de l'unité du droit et de sa sectorisation. L'unité du droit tient dans l'art de trancher des litiges, de manière externe, par le recours à un tiers, en utilisant le critère de l'égalité entre la dette et la créance, au sein de ce qu'Aristote appelle des synallagmata. La nature de la dette et de la créance, d'une part, et le type d'égalité, d'autre part, constituent les motifs de distinction entre les différents secteurs du droit. Ainsi, quand X doit de l'argent, ou une chose, ou une action, à Y, alors il s'agit d'un problème de droit civil. Si l'origine de cette dette est un engagement pris par X, le contexte est celui du droit des contrats. Si l'origine de cette dette est un préjudice que X a fait subir à Y, le contexte est celui du droit de la responsabilité. Imaginons que X porte préjudice à la société dans son ensemble. Il fera ainsi naître une dette qui ne pourra être effacée qu'une fois endurée une peine qui sera alors la créance correspondante. On est alors dans le contexte du droit pénal. Dans ces deux configurations, droit civil comme droit pénal, fonctionne l'égalité arithmétique, puisqu'il convient, indépendamment des qualités de X, de vérifier que la dette et la créance sont égales. Si je suis un concessionnaire, je n'ai pas à livrer deux voitures si j'ai encaissé un seul chèque. Autre exemple, une peine doit être proportionnée au crime qui lui correspond. Il va de soi que cette évaluation est tout à fait problématique. Elle est relative à un lieu, à une histoire, à un certain état des mœurs. Mais c'est la démarche que je veux souligner. Vous aurez compris que la thèse juste naturaliste que j'avance se résume en réalité à une idée assez simple. Un critère est possible. Mais ce critère ne saurait avoir un contenu absolu, pas plus qu'il n'y a dans la politique d'Aristote de définition valable en tout temps et en tout lieu du meilleur régime politique. En revanche, je crois qu'il y a un sens à dire que, compte tenu d'un certain contexte, une peine est ou n'est pas proportionnée, et à le dire de façon objective. De son côté, la justice pénale cherche à faire correspondre la bonne part dans l'ordre des peines à l'importance de l'infraction dans la vie en société. D'où la nécessité de ne pas perdre de vue que l'économie générale de la peine suppose que la peine soit endurée. Nietzsche montre fort bien dans la Généalogie de la morale comment le même réseau conceptuel relie dette, douleur et devoir. Il s'agit d'incorporer dans les corps une certaine quantité de souffrance qui est la monnaie, qui est le règlement de l'infraction, du dérangement de l'ordre social. Tout se passe comme si on était puni à proportion du désordre qu'on déclenchait, et l'on sera retranché par conséquent d'une portion de vie ou d'une portion de patrimoine. Tout est affaire d'ordre et de répartition, non plus entre deux plaideurs, mais entre la société et celui qui heurte la société. Si l'on s'intéresse maintenant à la justice de la distribution, on voit que la grille aristotélicienne permet d'éclairer un mécanisme comme celui du recrutement des fonctionnaires par concours. Le recrutement par concours des fonctionnaires permet de réaliser une égalité géométrique. L'État propose un nombre X de postes. Il y a un nombre X plus N de candidats. Comment choisir les X parmi les X plus N? Que cherche-t-on à faire? Choisir les plus compétents. Cela ne va pas du tout à fait de soi. On pourrait tout à fait imaginer, à la manière des attributions de logement ou d'achat de billets de concert, que les premiers seraient servis. Il convient de ne jamais perdre de vue
comme l'a rappelé Bernard Manin à propos de la désignation des représentants en politique, que la méfiance à l'endroit du tirage au sort est une méfiance à l'endroit du degré minimal de citoyenneté des citoyens. Si l'État ne souhaite pas recruter les X premiers qui ont envoyé une lettre de candidature ou qui se sont inscrits à un concours sur Internet, c'est parce qu'il juge que les X ne se valent pas et ne sont pas tous aussi aptes à exercer la fonction. Les N candidats rejetés, qui ne vont donc pas se voir attribuer un revenu pendant 40 ans, acceptent ce verdict, parfois avec un peu de douleur, mais enfin ils l'acceptent, parce que la décision semble juste, selon ce qu'on peut appeler un standard méritocratique. Autrement dit, on cherche à réaliser, par le concours, mais c'est le même schéma que pour les mandats électifs, on cherche à réaliser une égalité entre le ratio fonction-mérite de chaque candidat. C'est particulièrement net si on regarde les mécanismes du type banque d'épreuves, avec des postes au prestige plus ou moins élevé ou des concours conduisant à des écoles plus ou moins prestigieuses. Si mon mérite est très grand, je vais pouvoir rejoindre un corps très prestigieux. Mon mérite moindre, un corps moins prestigieux. Mon mérite nul, je ne rejoins aucun corps. Toute cette analyse n'a évidemment pas pour vocation, dans mon esprit, de naturaliser de façon très naïve et de légitimer ces logiques sélectives. Je suis conscient de la force des critiques adressées par Bourdieu et par d'autres sociologues à ces mécanismes. Ce qui m'intéresse, c'est simplement la dimension juste naturaliste d'un tel processus et sa sous-estimation. On cherche les meilleurs. Cela semble aller de soi. Mais en réalité, cela veut dire qu'on admet que la proposition Dupont est un meilleur candidat que Durand et, partant, doit occuper un poste que je ne confierai pas à Durand. On estime que cette proposition a un sens et que le formalisme concursif se nourrit de cette légitimation par égalité des ratios. Par-delà cet exemple et les deux types de justice particulière que j'ai décrits, on voit qu'au cœur du droit naturel que j'essaye de tracer, il y a la notion d'équilibre et de calcul. Or, la morale paraît précisément du côté de l'incalculable. La morale paraît s'échapper, nous échapper, dès lors qu'on commence à être dans des calculs et des comptes d'apothicaire. Alors même que je crois que le droit, c'est fondamentalement du calcul et du compte d'apothicaire. Tel est à mes yeux le sens d'un droit naturel extramoral, parvenir à l'équilibre, en considérant que cet équilibre est source de paix sociale. Les deux justices que l'on peut distinguer grâce à cette lecture d'Aristote ne sont que des techniques pour réaliser cet état de paix qui est la fin du droit associée à l'idée qu'il y a paix dès lors qu'il y a cette égalité et cet équilibre. Le sens de ma démarche est aussi d'échapper, dans une certaine mesure, aux difficultés que pose la notion de normativité. Je ne veux pas du tout dire par là que le droit pourrait être conçu comme n'étant en rien normatif. Mais je veux avancer l'idée que le droit ne s'épuise pas dans la normativité. Les textes de loi sont des éléments qui permettent de justifier une décision. Cette justification permet de ne pas voir un arbitraire à l'œuvre dans l'arbitrage juridictionnel. Mais ces textes, ces normes, ces règles, sont-elles la raison d'être d'une décision de justice ? Je crois que la raison d'être d'une décision de justice, et c'est pour ça que le droit ne se résume pas à la loi, que le droit ne se résume pas à la série des normes, la raison d'être d'une décision de justice, c'est produire cet état d'équilibre entre la dette et la créance selon la voie de la commutation ou de la distribution. Le terme de norme doit alors être lu à la lumière de la question de la finalité. Que vise le droit ? Pourquoi y a-t-il du droit ? Bien plutôt qu'à la lumière de la question du devoir, comme on le voit, à contrario, dans le domaine de la morale. Au fond, c'est à une ontologie de la dette que l'on devrait aboutir, analytiquement, dans la démarche que je propose.
la dette contre le devoir. Il va de soi que je dois honorer mes dettes. Je dois faire ce que je dois. Je dois faire que ce que je dois, je ne le doive plus un jour. Mais tout cet horizon existe car il y a derrière l'essence du droit, à savoir ce rapport comptable entre le dû et l'exigible. Mais ce rapport, ça n'est pas la même chose que le devoir au sens moral. Un terme est pour moi central, c'est celui d'obligation. Il convient, je crois, d'entendre dans l'obligation juridique ce qui correspond, ce qui équilibre. L'obligation juridique doit ne jamais être inconsistante, imaginaire, déraisonnable, infinie. L'obligation juridique doit, par exemple, parfois savoir nous détourner de ce qu'on appelle le droit subjectif, pour voir que le droit subjectif, comme par exemple certains des droits de l'homme ou des droits humains, eh bien, tout simplement, n'est pas du droit. La notion d'obligation illustre fort bien les difficultés d'une articulation entre droit et morale. L'obligation morale peut être en désaccord avec l'obligation juridique. Le droit peut être contraire à la morale, pour des motifs de pragmatisme et de sécurité juridique. Songeons au mécanisme de la prescription. Après un certain nombre d'années, une action en justice ne sera plus possible. Est-ce qu'il est moralement défendable, moralement évident, alors qu'en droit, tout cela est très facile à défendre, que, après 11 ans passés et avoir assassiné quelqu'un, dans tel ou tel système juridique, je puisse tranquillement s'y flotter en me disant bah, voilà, c'est bon, 10 ans sont passés, il y a eu prescription, il n'y a plus d'action possible. Moralement, on ne voit pas très bien comment construire une justification pour cela. Pourquoi pas? Mais c'est très difficile. Juridiquement, on voit très bien en termes simplement de mise en œuvre pratique de la juridicité. Donc la prescription est bouleversante du point de vue moral, mais c'est une technique du point de vue juridique. On peut dire que la morale, par exemple, est tout à fait capable de penser le pardon, c'est-à-dire un effacement subjectif de l'offense. Mais comment moralement aller jusqu'à la prise en compte de ce qu'est la prescription, à savoir un effacement objectif du préjudice? La question de la preuve témoigne aussi d'un écart possible entre droit et morale. Je peux me retrouver dans l'incapacité de traiter juridiquement d'une situation abominable du point de vue moral, mais où il est impossible d'apporter une preuve audible d'un point de vue juridique. Maintenir la distinction entre obligation morale et obligation juridique, cela revient à distinguer clairement le champ des valeurs du champ des normes. Les valeurs morales n'étant alors rien de plus qu'une approche de la réalité relevant de l'optatif, alors que le droit serait, lui, semble-t-il, de l'ordre du coercitif. Mais pourtant, j'ai la faculté de désobéir, au droit comme à la morale. On dira que la désobéissance est sanctionnée dans un cas et pas dans l'autre. Mais c'est faux, car une sanction morale existe, qui peut aller de la simple désapprobation jusqu'à l'exclusion sociale. Que la norme juridique soit assortie d'une sanction ne suffit donc pas pour distinguer les deux obligations. En revanche, en s'appuyant sur la contingence, le fait que je peux désobéir aux lois comme à la morale, on notera que l'obligation morale appelle obéissance ou désobéissance selon un critère qui relève de l'opinion et de la vérité. Une règle morale est une proposition optative, qu'on approuve ou qu'on désapprouve, et qu'on respecte ou non, même si le poids du conformisme peut conduire à appliquer une règle morale qu'on désapprouve quand on fait. La règle juridique n'appelle pas, je crois, ce type d'opposition. Elle n'est ni vraie ni fausse. Elle appelle simplement le respect. On ne distinguera pas non plus morale et droit par la faculté de contrainte. Le droit ne peut pas me contraindre à agir conformément à lui. Si je ne veux pas payer mon créancier, on ne tiendra pas ma main pour signer un chèque. On me menacera, on me conduira en prison, on saisira mes biens, et in fine, on prendra l'argent sur mon compte. Mais qui agira? Moi? Non.
le banquier. Je crois qu'il n'y a pas en toute rigueur d'exécution contrainte. La relation juridique, je crois, n'engage pas véritablement les personnes, mais des actes et des quantités en rapport avec elles. L'obligation juridique décrit simplement un certain calcul, un certain état des comptes entre passifs et actifs, entre dettes et créances. Une obligation juridique très étrange et qu'on désigne parfois comme la persistance des catégories morales dans le droit, permet de bien comprendre ce phénomène. C'est ce qu'on appelle en droit l'obligation naturelle. Qu'est-ce qu'une obligation naturelle? C'est une obligation juridique qui n'est pas une obligation, dans le vocabulaire technique des civilistes, qui n'est pas une obligation civile, mais qui n'est pourtant pas du tout simplement une obligation de courtoisie ou de politesse. La principale caractéristique de l'obligation naturelle est que le créancier de cette obligation naturelle, celui qui peut la réclamer, celui qui peut réclamer son exécution, ne peut pas exiger du débiteur la réalisation de l'obligation, contrairement à une obligation civile. Il n'y a pas de sanction de son inexécution. En revanche, et c'est la différence avec la simple courtoisie ou la simple politesse, si le débiteur a honoré sa dette naturelle auprès du créancier, il ne peut plus ensuite en obtenir le remboursement en se fondant sur l'absence de contrat. Ainsi, si je suis lié par une obligation naturelle avec un individu X et que je lui remets la somme de 300 € correspondant à cette obligation naturelle, je ne peux pas ensuite arguer du fait que je n'ai jamais signé un papier indiquant que je devais lui remettre 300 € pour en obtenir ce que les juristes appellent la répétition, c'est-à-dire la restitution, au nom d'une dette qui n'existerait pas faute de contrat. S'il y avait obligation naturelle, ça voulait dire que la dette existait, même si je pouvais, et c'est pour ça que c'est une obligation dite naturelle, même si je pouvais tout à fait légalement ne pas l'honorer. Exemple de ce type d'obligation naturelle, les obligations touchées par la prescription. Vous devez de l'argent à quelqu'un, cette personne ne réclame pas l'argent, il se passe 30 ans, après ces 30 ans, cette personne ne peut plus vous réclamer l'argent. Ce n'est pas possible, il y a une prescription. Vous lui donnez quand même l'argent. Ben, vous ne pouvez pas prétendre que vous lui avez donné une somme d'argent que vous devez ensuite récupérer. Autre exemple, beaucoup plus effrayant du point de vue de la morale, l'obligation alimentaire entre frères et sœurs. Vous n'avez pas le droit de laisser mourir vos enfants, vos parents, vos grands-parents, vos petits-enfants. Parce que je vous apprends une chose terrible, mais c'est ainsi. Il y a une obligation alimentaire vis-à-vis des ascendants et des descendants. Vous devez leur permettre de survivre en leur donnant à manger s'ils sont en situation de grande famille. Cette obligation, on peut la faire valoir devant un juge. Si vous laissez mourir de faim vos parents, ils peuvent aller devant le juge et vous obliger à les nourrir. Cette obligation alimentaire n'existe pas entre frères et sœurs sur le plan civil. Vous pouvez laisser mourir de faim vos frères et vos sœurs. Oui, c'est choquant, mais c'est ainsi. Si en revanche, vous versez une somme qui permet de satisfaire cette obligation alimentaire qui n'existe pas sur le plan civil, si vous versez cette somme à votre frère ou votre sœur, vous avez honoré une obligation naturelle. Et donc vous ne pouvez pas faire qu'ensuite cela soit requalifié en une prestation, en un prêt. Non, car cette obligation pesait sur vous en tant qu'obligation naturelle. L'espace de l'obligation naturelle est un espace dans lequel le droit, on le voit, ne consacre pas de contraintes, ni même de sanctions, mais où pourtant il y a de l'obligation. Deux lectures de l'obligation naturelle sont alors possibles. Une lecture d'esprit empirique et minimaliste. On dira que l'obligation naturelle survit dans notre droit parce que le droit ne veut pas... L'obligation naturelle, c'est quelque chose qui existe déjà dans le droit romain. Ça survit dans notre droit parce qu'on ne veut pas s'embarrasser de la gestion de l'ensemble des inexécutions, mais que pour certaines situations, on est bien conscient que ne pas reconnaître que cette obligation nullement contraignante devait pourtant être exécutée, eh bien, que faire cela, ça serait en réalité produire une insécurité juridique supplémentaire.
Dans cette lecture très pragmatique, on admet que, pour des raisons très concrètes, de stabilité et de sécurité juridique, on ne peut pas multiplier à l'infini les obligations civiles d'une part et se passer de la prescription d'autre part. La catégorie des obligations naturelles permet, d'une façon qui peut paraître un peu paradoxale, d'obéir à ce même principe de stabilité et de sécurité juridique, car le désordre peut prendre la forme soit de la prescription, soit du maintien d'une obligation indépendamment de la prescription. L'autre lecture dogmatique et maximaliste, qui est la mienne, lecture qui n'est pas du tout exclusive de la première, parce qu'en réalité elle ne fait que l'amplifier, voit dans l'obligation naturelle le paradigme de toute obligation juridique, estimant que ce qui distingue l'obligation civile de l'obligation naturelle, à savoir la possibilité d'une exécution contrainte de l'obligation, ou plus exactement la sanction de son inexécution, est une sortie du droit, ou, si l'on préfère, est simplement une question de fait, de police, de politique. L'obligation naturelle est paradigmatique dans cette lecture en cela que l'existence d'une situation de déséquilibre entre deux statuts, alors que ces deux statuts ont vocation à être interstatutairement équilibrés, devient le principal de la pensée de l'obligation juridique, et la sanction de l'inexécution en devient l'accessoire. Il y a dette, il y a créance. Je n'ai pas payé ma dette de jeu, il y a créance pour celui que je n'ai pas payé. Je n'ai pas honoré ma part d'un contrat en 1932, il y a prescription, mais la dette survit sur un plan juridique, même si ce n'est pas sur le plan de l'exécutoire. Ma sœur a été élevée avec moi, j'ai profité de son aide à un moment, mon lien avec elle a toujours été placé sous le signe de la solidarité, peut-être n'est-ce pas la réalité, mais le droit le voit ainsi par rapport au statut de frère et sœur. Je lui dois assistance alimentaire. La notion d'obligation naturelle que je valorise montre que la position juste naturaliste que je défends affronte deux ennemis. Peut-être est-ce un de trop. Le premier ennemi est le positivisme juridique, c'est normal. Mais le second est la tentation morale pour le droit naturel. Je voudrais montrer que ces ennemis peuvent en réalité n'en faire qu'un. Car la tentation morale du juste naturalisme, sous sa forme contemporaine, peut prendre en réalité la forme d'une réduction du droit au droit positif. Prenons l'exemple de la défense des droits de l'homme. Cette position, historiquement, caractérise un succès considérable du droit naturel sous sa forme moderne. Quel était l'objectif? Et quel est toujours l'objectif? Intégrer dans le corpus normatif la série des droits subjectifs consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Un tel objectif, dont je ne souhaite absolument pas discuter le bien fondé, illustre-t-il une position juste naturaliste ou bien une position positiviste? La position juste naturaliste suppose un écart entre droit positif et droit naturel. C'est ce que j'appellerais la position juste naturaliste minimale. La position maximale que je défendrai pour ma part, parce que c'est la seule que je trouve tenable, consiste à dire que cet écart ne peut pas être seulement temporaire, mais doit être structurel. Autrement dit, le contenu du droit naturel doit être tel qu'il ne puisse pas être intégré au droit positif. C'est pour cela que je ne crois pas à un droit naturel qui pourrait prendre la forme d'une série de normes que le droit positif pourrait voir un jour promulguer. On remarquera que la position qui réduit le droit naturel à la morale pourrait satisfaire cette exigence maximaliste, car si le droit naturel est de la morale, et si le droit positif ne peut être composé d'autre chose que de droit, alors le droit naturel, c'est-à-dire alors la morale, serait par essence éligible, n'étant pas juridique. Le problème est qu'une thèse volontiers défendue, on le voit avec les droits de l'homme, est bien plutôt que le droit naturel est moral par son contenu normatif, et en même temps a vocation à intégrer le droit positif. On considère ainsi que les États qui n'adoptent pas certains éléments de ce corpus normatif du droit naturel, les droits de l'homme, portent à la fois atteinte à la morale et à l'architecture juridique. Le juste naturalisme, qui défend l'idée que l'horizon souhaitable pour le droit naturel est d'être consacré par le droit positif, me paraît donc pouvoir être qualifié d'autodestructeur. Son horizon désiré est de ne plus exister. Et par ailleurs, il me paraît devoir aussi être qualifié de positiviste, car il entérine l'idée que le vrai droit, l'unique droit, est le droit positif. En l'espèce, le droit positif du futur, quand tout le monde aura adopté enfin les droits de l'homme. La conception que je défends suppose donc la non-réductibilité du droit naturel au droit positif.
La seule manière de satisfaire cette exigence est alors de construire un droit naturel procédural et méthodologique, et non pas un droit naturel normatif et substantiel. On a vu que la morale était capable de remplir cette fonction, elle aussi. Je voudrais dans un dernier point montrer que le droit positif ne parvient pas à s'accommoder de façon satisfaisante de la morale. Pour le dire de façon triviale, que la bonne morale fait du mauvais droit. Cela me permettra d'avancer jusqu'à ma conclusion maintenant que j'ai réduit les possibles à deux. Un droit naturel méthodologique ou la morale. La conclusion étant que le droit positif a besoin du droit naturel plus que de la morale, et surtout qu'il a besoin d'un droit naturel ne se confondant pas avec la morale. Pour montrer les difficultés de l'intégration des catégories morales dans le droit positif, je vais m'appuyer sur la notion très dominante de dignité, qui a pénétré depuis quelques décennies le corpus normatif juridique, sans qu'on sache encore aujourd'hui de quoi il est question, juridiquement exactement dans ce terme, dont la portée morale semble, elle, quoique contestable, plus commode à appréhender. Je voudrais montrer en particulier que la référence à la dignité aboutit à traiter plus mal, juridiquement, à la fois certaines personnes handicapées et certains animaux. Dans l'arrêt Touzard du 1er février 2006 du Conseil d'État, il est dit qu'un fonctionnaire de la police nationale, conformément à l'article 7 du Code de déontologie édicté par le décret du 18 mars 1986, je cite, « ne se départit de sa dignité en aucune circonstance ». On va sanctionner ainsi un commissaire stagiaire qui, c'est le cas de l'espèce, après s'être adonné excessivement à la boisson dans un bar, s'est battu avec tout le monde, tout en brandissant sa carte de policier. Il est précisé, quand ce moyen a été invoqué par la défense, que l'ex-commissaire stagiaire, je cite, « ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'un de ses collègues aurait bénéficié d'une sanction plus clémente après avoir commis des faits analogues ». Autrement dit, quand bien même il y aurait un certain nombre de policiers buvant trop, se battant dans les bars et brandissant abusivement leur carte de policier, ça n'est pas pour autant une attitude qu'on peut juger comme indigne. Ce n'est pas pour autant que ça justifie de ne pas considérer, excusez-moi, comme indigne cette attitude. On voit ici que la dignité est définie avec beaucoup plus de rigueur pour un policier que pour un autre citoyen, qui ne saurait perdre son emploi pour un tel comportement. En réalité, la dignité, on le voit, n'est pas du tout définie. Et on ne sait pas si c'est l'usage de la violence physique, si c'est la consommation excessive d'alcool, ou si c'est le fait de brandir sa carte professionnelle en dehors des heures de service, ou bien la superposition de ces trois choses qui fait sortir un policier de la sphère de l'attitude digne. Prenons un autre arrêt très célèbre pour tenter de définir la dignité de la personne humaine. L'arrêt commune de Morsan-sur-Orge du 27 octobre 1995. 7 octobre 1995, pardon. Je vais boire un peu d'eau parce que là, je commence à... J'ai 1 heure au total, hein, donc je finis à 15 normalement. On a commencé vers 20. Non, mais c'est vrai, on a vraiment commencé. Non. Peu importe, vas-y, continue. C'est sûr. Alors, à un moment, ne marche pas. Mais qu'importe, j'ai bientôt fini. Je cite donc l'arrêt du Conseil d'État, commune de Morsan-sur-Orge de 1995. Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public, que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public, que l'autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine, considérant que l'attraction de lancer de nains, consistant à faire lancer un nain par des spectateurs, conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle, que, par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine, que l'autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait dès lors l'interdire, même en l'absence de circonstances locales particulières, et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause, et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition contre rémunération. Considérant que le respect du principe de la liberté du travail et de celui de la liberté du commerce et de l'industrie ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police municipale interdise une activité même licite, si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l'ordre public. Bon. Donc voilà ce que dit le Conseil d'État. Alors on voit bien que si on cherche à définir la dignité, elle n'a pas le même sens pour le nain, qui ne peut pas faire ce que d'autres peuvent faire. Par exemple,
si un universitaire venait à être jeté sur un tapis, avec son consentement, personne ne l'embêtait. Personne ne va l'embêter. Est-ce qu'on pense sérieusement que le lancer d'universitaire, même en boîte de nuit, serait considéré comme contraire à la dignité? Situation du nain très différente de celle du commissaire stagiaire. Si le nain se comporte comme s'est comporté le policier, on ne va pas le considérer comme portant atteinte à sa propre dignité. Sauf s'il est par ailleurs, ce qui n'est pas possible, pour des normes liées aux conditions physiques qui permettent l'accès au corps de la police nationale, sauf si donc par ailleurs le nain se trouvait être commissaire stagiaire. On comprend bien que les normes de la dignité, si elles existent, sont à géométrie variable, et sont surtout strictement externes. Or, cette extériorité ne va pas du tout de soi dans le cas de la personne de petite taille. Pour le policier, on voit bien qu'il y a en effet matière à sanction dans l'attitude du commissaire stagiaire, qui abuse de sa position pour, par exemple, être à l'abri d'une réplique ou bénéficier du soutien des forces de police pour un combat personnel. Pour la personne de petite taille, cette indignité lui est imposée contre son sentiment de dignité. C'est aussi le cas pour le commissaire, qui se sentait peut-être pas indigne, peut-être même exemplaire. Mais on ne voit pas alors quel véritable trouble à l'ordre public autre que ce manque de dignité qui lui est opposé, on pourrait invoquer. À qui le nain faisait-il du mal en se laissant lancer? Pas à lui, parce qu'il ne souffrait pas. Aux autres nains qui, eux, n'accepteraient pas d'être lancés. Mais pour ma part, je ne me vois pas hurler dans un stade, le ventre rempli de bière, et je ne vois pas en quoi le fait qu'il y ait des supporters de football alcoolique porte atteinte à ma dignité ou à la dignité de la personne humaine, quand bien même un certain nombre de ces footballeurs seraient mes sosies. Le ridicule ne tue pas. Et à part le ridicule, qu'y a-t-il d'embêtant dans le lancer de nain? On a évoqué aussi la réification de la personne lancée. Mais le fait de mettre son corps à disposition est une action d'une grande banalité, que le mannequinat, la pornographie, le cirque, certains jeux érotiques, le lancer d'hommes canons qui ne sont pas de petite taille, mobilisent en permanence. Sur le fond, il ne s'agit de rien d'autre que d'une volonté d'empêcher d'agir certaines personnes. Être nain, c'est devoir assumer, en plus des différentes contraintes quotidiennes liées à ce handicap, d'autres contraintes issues de la volonté du juge ou du législateur de se donner bonne conscience. Comme nain, je ne peux pas devenir pilote de chasse, mais je ne peux pas non plus travailler dans un spectacle de nains. Les animaux, rapidement. J'essaye vraiment de finir en 5 minutes. Ça va? Ah, vas-y. Bon. Les animaux, est-ce qu'ils doivent espérer bénéficier de ce même paternalisme? On serait tenté d'aller dans cette voie en considérant que le traitement qu'ils subissent, par exemple dans les spectacles de cirque, est dégradant. On les déguise de manière anthropomorphique pour faire rire à leurs dépens. Mais comment ne pas voir que cette crainte du ridicule relève de la même tentation anthropomorphique? Ne projetons pas trop vite sur les animaux notre narcissisme un peu torturé, quand bien même ces déguisements s'accompagnent d'un mode de vie douloureux pour eux. Intéressons-nous à des réalités simples, comme la souffrance, l'intérêt à vivre. Ces réalités élémentaires concernent le droit. Et il convient de se demander comment le droit peut jouer un rôle dans la diminution de la souffrance inutile présente dans l'ordre du monde. La voie du droit des animaux semble aussi périlleuse que la voie des droits de l'homme, qui n'ont de consistance qu'une fois reconfigurés et substantialisés par la loi et la jurisprudence. De quoi avons-nous besoin pour défendre les animaux? De diminuer au maximum leur souffrance, de respecter leur existence, et de n'y mettre fin qu'en cas d'absolue nécessité. À quoi cela servirait-il de proclamer un droit à ne pas souffrir ou à ne pas mourir, quand on sait bien que la série des exceptions nécessaires, microbes, insectes et serpents venimeux, agression par un animal sauvage, série des exceptions est donc considérable. Sur le fond, on ne voit pas quel bon argument philosophique permettrait de justifier que la vie d'un être soit préférable à la vie d'un autre. Les arguments en faveur de la complexité conduisent à préférer un singe intelligent à un humain déficient mentalement. L'argument a beaucoup choqué, mais il a la conséquence inéluctable de tout discours visant à établir la supériorité de l'espèce humaine. Les arguments en faveur de l'humain, quel qu'il soit, sont tautologiques. L'homme trouve que l'homme vaut mieux que le reste parce que l'homme a comme différence d'être un homme. C'est un problème pour le droit et pas seulement pour l'éthique qu'on puisse élever, dans des conditions douloureuses pour ces êtres, des êtres vivants à la seule fin de nourrir d'autres êtres vivants, au-delà de ce dont ils ont besoin pour vivre, avec un coût élevé pour l'environnement, surproduction, engrais, lisier, et pour la santé publique, obésité, diabète, problèmes cardiaques. Cela concerne le droit public. L'État doit gérer les effets d'une telle situation, comme le droit pénal. Les mauvais traitements infligés aux animaux sont l'objet de sanctions. La législation pourrait d'ailleurs être appliquée de façon moins tolérante. Il ne va pas vraiment de soi que l'élevage de la plupart des veaux et des volailles est encore
plus le gavage des oies et des canards, c'est la saison, ne soit pas juridiquement qualifié comme mauvais traitement. Je ne crois pas que l'introduction de considérations éthiques dans le traitement juridique de ces questions constitue une quelconque amélioration sur le plan du droit, qu'elle corrige le déséquilibre que j'ai évoqué. Je m'arrête ici, bien conscient que je n'ai pas établi fermement ma troisième thèse, à savoir le danger pour le droit positif de l'introduction en son sein de catégories morales. Car pour la démontrer, il faudrait plus qu'un exemple ou une série d'exemples. Je ne vois d'ailleurs pas exactement quel type de preuve je pourrais avancer, car multiplier les exemples ne prouve rien, sinon montrer que mélanger deux registres, celui de la morale et celui du droit, et prendre le risque d'une confusion intellectuelle préjudiciable aux justiciables, qui probablement ne peuvent plus alors raisonnablement attendre d'être jugés conformément à une justice équilibrée et qui peut calculer les choses. Ce que je défends au total, c'est donc un droit naturel centré sur la notion d'équilibre, au sens comptable du terme. Et je pense que la morale introduit du déséquilibre dans ce calcul par ce que j'appellerais son incalculabilité essentielle, qui est tout à fait admirable. Voilà, c'est une formulation très, très élémentaire, mais qui, j'espère, est claire. Merci. Merci à toi.